Shalom, bonsoir à toutes, à tous. Erev Tov. On est content de se retrouver ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Ilmod est un média qui organise très souvent des réunions Zoom autour d'une Torah qui est reliée à notre époque, l'époque où le peuple juif revient sur sa terre. Et c'est donc dans cette optique également que je me suis dit qu'il était bon ce soir de parler de psychologie parce que le peuple d'Israël s'est réveillé ce 7 octobre 2023 et depuis, c'est près de 12 millions de juifs à travers le monde qui ont chacun des difficultés. Certains, c'est à dormir, certains, c'est à vivre et chacun, à son niveau, a, suite à cette attaque, des difficultés psychologiques ou essaye justement de pallier un traumatisme et de prévenir un traumatisme. Ce soir, c'est un challenge que j'ai lancé à deux professionnels de la santé, puisqu'ils vont chacun avoir 40 minutes de temps. Dans ces 40 minutes, ils devront exposer des choses pratiques, concrètes, et également répondre à vos questions. Donc, dès à présent, vous pouvez commencer à envoyer vos questions sur le chat ou en privé, si vous voulez, ou également devant tout le monde. Et à la fin, après chaque intervenant, vous aurez également l'occasion d'ouvrir votre caméra et d'ouvrir votre micro pour pouvoir poser votre question. Le but, c'est vraiment d'avoir un échange, d'avoir des outils pratiques et également d'avoir un échange avec deux professionnels de la santé. J'en profite pour rappeler que cette soirée est organisée par l'InMode, également partenaire Cave la Noire, une association qui s'occupe des adolescents, également par Kadita et également par Keren les Yedidous. Alors, tout d'abord, merci de nous avoir invités et de nous donner la parole pour essayer de répondre aux multiples questions que se posent les parents aujourd'hui quant à la gestion des enfants en situation de crise. On a essayé avec Chaim de réfléchir ensemble à comment collaborer pour faire une présentation concise, extraire des données surtout et simplifier les informations, puisque aujourd'hui, ce qui est le plus évident dans la gestion de la situation actuelle, c'est que on est soumis à une foule d'informations. C'est même pas une foule, hein, c'est un surmenage d'informations qui fait que les pistes d'analyse restent brouillées et qu'on a beaucoup de mal à extraire les données princeps. Donc l'objectif de cette soirée, on a essayé de réfléchir comme ça avec Raïm, c'est comment faire pour donner des pistes de réflexion, mais aussi des outils pour la gestion de la vie quotidienne et la gestion en situation de crise, qui soient des outils simples qu'on puisse utiliser dans tous les moments qu'on a à vivre actuellement, que ce soit les moments aigus, où les enfants ou les adultes sont confrontés à la gestion des azacotes, par exemple, ou de choses encore plus graves, ou la gestion de la vie quotidienne, parce qu'il faut aussi s'organiser dans la vie quotidienne dans cette situation de crise. Voilà, ça c'était l'axe de notre réflexion et j'espère qu'on arrivera à y répondre. Situation de crise, ça veut dire qu'est-ce que c'est une crise, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps d'un point de vue physiologique. C'est important de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre corps d'un point de vue aussi cérébral. Et ensuite, on parlera de comment gérer au quotidien, comment gérer son quotidien dans un environnement dans lequel on est amené à vivre, qui est un environnement actuellement extrêmement incertain. On vit dans une situation de crise qu'on appelle une situation de crise en continu. Ce n'est pas un événement traumatique qui s'est produit comme un accident de voiture ou un attentat et après c'est terminé et ensuite on doit se remettre de cet événement-là. Aujourd'hui, on vit quelque chose qui est très traumatisant, mais qui est aussi mais qui est en continu. Ce n'est pas quelque chose qui se termine maintenant, mais qui continue. Ensuite, on parlera merci, on parlera de la communication, comment communiquer avec son enfant au quotidien et en situation d'exposition à un traumatisme. Et on donnera aussi quelques outils très concrets sur la gestion de la situation de crise, des outils de régulation émotionnelle qui sont très importants, aussi bien pour l'adulte que pour l'enfant. Tu peux passer à la dia d'après.
Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que face à toute situation de stress, on développe, certains types d'hormones qui s'appellent la cortisone. Et il y a ce qu'on appelle la courbe en U inversée que vous voyez sur la gauche. Ça veut dire que lorsqu'on est dans un état de stress, on peut agir de façon efficace lorsqu'on a un taux suffisamment de stress, mais lorsque le stress est trop élevé, alors on perd en termes d'efficacité et on ressent beaucoup de fatigue, d'épuisement, et à ce qu'on appelle la réponse en 3 F, le fight, le flight et le freeze. Ça veut dire que face à un danger, face à une situation extrêmement stressante, si par exemple vous avez actuellement un ours qui rentre dans la chambre là où vous écoutez la conférence, alors vous allez être en état de stress très intense et vous allez répondre par ces 3 types de réponses, soit par le fight, c'est le combat, soit vous allez combattre l'ours qui rentre dans la chambre, soit vous allez faire le flight, vous allez partir par la première porte disponible, soit vous allez être tétanisé sur place ou jouer, être le plus possible immobile pour passer inaperçu. Ce sont des réponses automatiques, basiques, qui sont activées par certaines zones du cerveau, l'amygdale, et ces zones-là sont activées et il y a d'autres types de zones qui sont désactivées, comme celles qui se trouvent au niveau préfrontal. Et ça veut dire qu'on n'arrive plus à être dans une phase de raisonnement, de rationalisation. On est dans une réponse extrêmement basique. L'idée de cette conférence aujourd'hui, c'est de vous donner des outils qui vous permettront de diminuer ce taux de stress pour pouvoir adapter une réponse plus efficace face à un événement extrêmement stressant. Ce qu'il faut savoir, et c'est très important de le savoir, c'est face à tout événement traumatique, à tout événement extrêmement stressant, il y a ce qu'on appelle le principe de résilience. Ça veut dire de façon tout à fait naturelle, l'être humain et plus de 80% des personnes qui vivent un événement traumatisant, comme un accident de voiture, comme un attentat ou comme ce que l'on vit au jour d'aujourd'hui, plus de 80% vont parvenir à surmonter naturellement, avec les ressources naturelles internes que l'on a tous, le traumatisme. Et on ne développera pas ce qu'on appelle un post-trauma. C'est quoi le post-trauma? C'est la réponse après la fin d'un événement traumatique qui peut survenir à partir de quelques mois, voire quelques années après l'événement traumatique. Donc 85% des personnes qui vivent aujourd'hui cette guerre vont pouvoir surmonter de façon naturelle ce que l'on est amené à vivre aujourd'hui. Simplement, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans une phase de stress aigu parce qu'on est constamment mis à contribution. Notre système de survie, entre guillemets, est mis constamment à contribution parce qu'on sait que ce n'est pas du tout fini. On ne sait pas du tout ce qui va se passer demain. Il y a une grande part d'incertitude, un manque de contrôle sur les événements qui sont amenés à vivre. Et donc, c'est quelque chose qui est en continu. Et donc, c'est aussi une façon de vivre qui est un petit peu inhabituelle. Ce n'est pas quelque chose qui est limité dans le temps. Et donc, il faut trouver des outils qui, malgré ça, nous permettent de surmonter ces épreuves-là. Tu peux continuer. Et là, c'est Brigitte qui peut reprendre la main. Donc, je vais enclencher sur l'enfant, mais la diapo précédente, pour moi, elle est très importante. C'est-à-dire, je pense que c'est vraiment aussi important que vous puissiez avoir ces données en tête. C'est-à-dire que la situation qu'on vit actuellement est une situation que l'être humain, dont l'être humain a les moyens de gérer. Vous avez vu, comme Chaim vous l'a signifié, vous l'a précisé, 85% de la population ne développera pas un stress post-traumatique, un PTSD, comme on appelle ça ici. Les enfants, c'est pareil, c'est comme les adultes, ils sont équipés de la même façon, leur cerveau fonctionne de la même façon, bien sûr pas sur les mêmes types de cognition, mais sont équipés de la même façon et vont manifester des réactions en situation aiguë. Parfois, certains vont les manifester aussi en situation non aiguë, mais la grande majorité des enfants a des ressources s'ils sont accompagnés, s'ils sont entourés, s'ils sont compris. La grande majorité des enfants a des ressources pour gérer cette situation. Ce qui est important surtout, c'est de pouvoir repérer leur situation de détresse parce qu'ils n'ont pas les moyens
que les adultes ont en termes de langage. Ils n'ont pas suffisamment développé leurs compétences d'association associative, leurs compétences de langage pour décrire leurs états émotionnels ou leur situation de détresse. Donc, cette diapo, elle a pour objectif de vous aider à repérer dans les comportements de l'enfant des indices, des indicateurs qui vont vous permettre ensuite de l'accompagner. Alors, qu'est-ce qu'un parent doit repérer dans le comportement de son enfant? Alors, le point le plus important, parce que ce sont les parents qui connaissent le mieux leurs enfants, moi je dis toujours aux parents, c'est vous qui nous apprenez, c'est pas nous qui vous apprenons. Ce qui est le plus important à repérer, c'est un changement significatif dans son comportement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment parler d'agitation. Il y a des enfants qui sont déjà agités avant la situation de crise. Et agitation, ça ne veut pas dire grand-chose chez un enfant qui présentait déjà un état d'agitation. En revanche, un changement significatif dans son comportement, et c'est ça le point le plus important, est un indicateur qui va vous permettre de vous mettre en situation de vigilance et d'utiliser les outils dont on vous parlera tout à l'heure. Alors, dans les changements de comportement, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut tout avoir, en fait. On peut aller d'une extrême à l'autre. On peut avoir des enfants qui se suragitent, qui sont beaucoup plus nerveux, qui sont plus impulsifs, qui sont plus réactifs dans des situations simples. On peut avoir en contrepartie des enfants qui vont s'isoler et qui vont être moins coopératifs, moins participatifs à la vie familiale. On peut avoir des enfants qui vont présenter des tableaux de douleur, des céphalées par exemple, maux de tête, ou des douleurs abdominales avec des nausées, vomissements, des somatisations comme ça. Des enfants qui vont parler de leurs rêves. Certains enfants sont capables de parler de leurs rêves, pas tous. C'est déjà plus compliqué, mais certains enfants peuvent parler de leurs rêves et de leurs cauchemars. Et puis, bien sûr, des comportements agressifs, c'est une forme d'hétéroagressivité à l'égard des autres, souvent liée à une impulsivité. Diapo suivante, Johan. Alors, pour aider ces enfants-là, on a défini là précédemment les indicateurs, quels sont les signes qui doivent vous mettre en situation de vigilance et qui vont déclencher des attitudes parentales d'accompagnement. C'est ce qu'on appelle la parentalité. Bien sûr, la parentalité, on l'utilise tous les jours en dehors des situations de crise. Et c'est bien une des fonctions, on va dire, qui est la plus compliquée dans la vie, puisqu'on n'a pas d'école, on n'a pas d'université de la parentalité, on devient parent naturellement. Et les enfants nous renvoient souvent beaucoup de questions et de problèmes à résoudre dans la parentalité. Et donc, on va essayer d'identifier un peu comment gérer sa parentalité dans ces situations. Ce que j'entends souvent, ce que les parents me racontent depuis que la guerre a éclaté la semaine dernière, ce que les parents me racontent souvent, c'est qu'ils se sentent impuissants à protéger leurs enfants. Ils ont passé cette étape, cette première étape, ce premier schlaf de repérage des indicateurs, mais après avoir repéré les indicateurs, ils se sentent démunis et incapables de rassurer leurs enfants. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Et donc, l'objectif de cette présentation, ça va être aussi de vous aider, vous les parents, à vous renforcer et à pouvoir accompagner votre enfant, le protéger avec des techniques très concrètes, vous allez voir, et surtout scientifiquement validées. La diapo suivante. Donc, vous l'avez compris, avec Raïm, c'était important qu'on puisse le souligner. Les premières personnes à renforcer et à soutenir, ce sont les parents. Les enfants fonctionnent très majoritairement en miroir des états émotionnels des parents, même s'ils n'ont pas les mots en fonction de leurs âges pour identifier les émotions ou les situations émotionnelles. Ils fonctionnent en miroir et fonctionnent comme des éponges. Donc, dans cette étape-là, il va être important que les parents puissent être suffisamment renforcés. Je sais que tout ça, c'est des mots qu'on répète depuis une semaine non-stop. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire, mais on a quand même des petites pistes, des petites stratégies pour pouvoir se sentir suffisamment fort pour pouvoir aider les autres, et notamment nos enfants. Actuellement, il faut savoir
que nous, les adultes, nous vivons une situation de surcharge en termes de stress permanent. C'est-à-dire que nous sommes exposés à des quantités d'informations, majoritairement des informations négatives, qui ont un effet de majoration de la gestion du stress et qui expliquent certaines explosions émotionnelles. Donc, l'objectif va être de se protéger. Il va être très important que les adultes apprennent à se protéger et donc apprennent à s'occuper d'eux plus que d'habitude, en sachant qu'on ne pourra jamais être parfait et qu'on n'a pas de culpabilité à avoir par rapport au fait qu'on va s'occuper de soi pour pouvoir s'occuper des autres. C'est une maxime assez simple en fait et euh, très connue et très utilisée dans le monde des humains. Euh, on a tendance à dire utiliser tous les moments, toutes les stratégies, toutes les situations dans lesquelles vous pouvez vous faire du bien. Tout ce temps bénéfique et positif que vous, les adultes, vous allez pouvoir récupérer, vous pourrez l'utiliser pour rendre service à vos enfants. Et dans ces aspects de comment s'occuper et ne pas s'oublier soi-même, la vie sociale est très importante. Nous sommes une génération qui avons connu une épidémie de corona, plus maintenant la guerre, et nous avons pu tirer de l'expérience de l'épidémie du corona les complications à perdre une vie sociale. Donc, c'est très important de pouvoir garder une vie sociale pour toujours dans le même objectif, pouvoir s'occuper de soi afin de s'occuper des autres. Et enfin, le dernier point, c'est n'oubliez pas de renforcer les comportements positifs. On doit faire dans la balance de tout ce qu'on reçoit comme ondes négatives, comme information négative, on doit faire une balance active, c'est-à-dire être proactif sur la recherche des comportements positifs et des renforcements positifs de l'enfant. Alors à toi, Chaim, pour la gestion du quotidien. Pour la suite, voilà, je vais continuer donc pour parler de comment gérer le quotidien dans un environnement incertain. Ça veut dire que ce qu'on demande, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on essaie de faire, c'est que lorsqu'on vit cette situation actuelle, qui est une situation incertaine, on ne sait pas ce qui va se passer demain, on n'a aucun contrôle. Ce qui est très important, c'est malgré tout de revenir à une routine et à une gestion du quotidien. C'est pour ça qu'on a formulé ça de cette façon. Ça veut dire gérer un quotidien, une routine, dans un environnement qui est absolument pas routinier. Et pour ça, je vais présenter deux modèles qui sont très utilisés en Israël. Le premier, c'est celui du docteur Naomi Appel. Je vais le lire de droite à gauche parce qu'il est traduit de l'hébreu, mais c'est, si vous voulez, trois notions essentielles à retenir. C'est d'abord la normalisation. Qu'est-ce qu'on entend par la normalisation? C'est face à votre enfant, face à vous-même, face à une personne qui vit ces difficultés-là, il est très important d'abord de normaliser. C'est-à-dire de dire que ce que l'on vit, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire si on vit du stress, si on vit de l'angoisse, c'est normal, parce qu'on est dans une situation anormale. C'est paradoxal, mais c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Et donc important, quand vous êtes face à un enfant qui vit une situation stressante, ou qui peut parfois, dans son quotidien, tout d'un coup avoir un moment de stress plus important, de normaliser. C'est impossible d'être complètement stable dans son émotion au jour d'aujourd'hui, vu l'instabilité de la situation extérieure. Et donc, c'est important de normaliser, de dire à l'enfant ce que tu vis, ou ce que moi, peut-être, à un certain moment, je vis, un moment de stress, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est très important de renforcer cet aspect de normalisation. Le deuxième point, c'est la validation. La validation de l'émotion, ça veut dire être avec l'émotion que l'on vit, la valider, pas chercher à la fuir, être avec l'émotion et dire par exemple à son enfant qui tout d'un coup peut avoir très peur, j'entends ta peur, tu as peur, je l'entends, je la valide.
Donc, c'est pour ça que parfois, des chansons comme Am Israël, Lolef Fachet, non. Si vous avez du pachad, de la peur, alors il faut être avec. Maintenant, il faut toujours trouver l'équilibre entre la validation de l'émotion, donner place à l'émotion, mais ne pas rester bloqué avec l'émotion. Et comme l'a dit Brigitte, d'être capable malgré tout d'avancer, de continuer, d'agir. Et un autre point qui est fondamental aussi, c'est l'espoir. C'est très, très, très important de donner de l'espoir, de souligner la croyance aussi. Ça veut dire que, à Kol Yeto, comme disent les Israéliens, croire en une fin positive, en quelque chose qui va nous donner les moyens d'avancer. Le deuxième modèle, avec des points qui ressemblent à ce modèle-là, met aussi l'accent sur l'aspect corporel. Et ça veut dire c'est important pour nous tous et pour nos enfants surtout aussi d'utiliser son corps, de faire du sport, de faire des activités qui nous occupent. Courir, ça peut être ranger sa chambre, ça peut être plier la lessive, c'est des choses extrêmement simples, triviales, mais c'est très important de maintenir une activité. Ça veut dire que si dans une certaine situation, vous avez un enfant qui est extrêmement stressé, alors on valide, comme on a dit précédemment, on normalise, on valide, mais après on peut faire autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut s'occuper pour ne pas être bloqué avec l'émotion? L'aspect cognitif est aussi très important. Comme je l'ai dit au tout début, lorsqu'on est dans une phase extrêmement stressante, on a une, on a quand on est dans une situation extrêmement stressante, euh, quand on a une situation extrêmement stressante, on a l'activation de l'amygdale et on a une désactivation du cortex préfrontal. Et donc, c'est important de réactiver l'avant du cerveau, celui qui va permettre de rationaliser et donc d'être en lien avec l'information, de savoir ce qui se passe, mais sans, encore une fois, dans un équilibre, sans être submergé par l'information. Il est important d'informer, de dire les choses, d'être au courant de ce qui se passe, sans être submergé par les informations. Il existe d'ailleurs des groupes WhatsApp adaptés pour les enfants et les adolescents qui envoient 2 fois par jour des informations épurées, très factuelles. Et comme ça, les jeunes peuvent être au courant de ce qui se passe. L'émotion, je vais pas revenir dessus, on en a parlé, être avec l'émotion, l'identifier, la valider, lui donner une place, c'est très important. Dans ce modèle-là, on parle de la croyance qui est en lien avec l'espoir qu'on a vu précédemment. C'est important de croire. Alors, j'ai vu un message là pendant la présentation, où est Hachem dans cette histoire. Alors, voilà, ça rentre dans cette étape-là, dans l'étape de la croyance, croyance en Hachem, ça peut être croyance en l'armée, ramener l'espoir. C'est très important aussi de parler de ce domaine-là. Comme on a discuté avant, comme Brigitte l'a dit aussi pour les parents, le côté social, c'est aussi important pour les enfants. S'ils sont à la maison, s'ils sont en Zoom, alors c'est important aussi de privilégier le rapport social avec les amis, de faire des invitations, d'être invité. Si c'est compliqué, alors de le faire par le biais aussi des réseaux sociaux. Ça peut être un bon support. Et enfin, le côté aussi l'imagination, c'est très important aussi. Ça permet aussi de mieux gérer ces difficultés du quotidien. L'imagination, ça veut dire aussi de s'imaginer des choses agréables, des endroits, de rappeler des vacances, de projeter peut-être, si on fait le lien avec l'espoir, des prochaines vacances, de parler aussi de ce qui peut se passer par la suite. Ça peut être pour des enfants plus jeunes, des personnages de dessins animés, ça peut être Sam le pompier, de parler de lui, comment lui réagirait, et de renforcer cet aspect-là, c'est quelque chose aussi qui est très important. Pour la suite, on va continuer en mettant l'accent sur comment parler à son enfant, comment lui adresser la parole, comment lui répondre à ses questions dans cette situation. C'est Brigitte qui continue. Ok, alors comme vous, comme vous le savez, la communication, c'est quelque chose, on va dire, alors c'est peut-être un mot un peu excessif, mais c'est quelque chose d'inné, c'est-à-dire que on n'apprend pas la communication aux enfants. Comme le langage se développe de manière naturelle par imitation à l'environnement et bien sûr en corrélation avec les processus développementaux neuronaux de l'enfant.
Mais l'utilisation de la communication, c'est pas si évident et ça s'apprend. Et moi, j'ai tendance à proposer aux parents dans la situation actuelle, de systématiquement, tous les jours, proposer des ouvertures de conversation. Parce que les enfants ne vont peut-être pas avoir la possibilité ou spontanément l'initiative d'ouvrir la conversation sur ces sujets parce qu'ils ont déjà capté que ces sujets sont des sources de stress pour leurs parents. Et ils vont avoir des attitudes de protection, souvent indirectes, pour ne pas confronter leurs parents à des situations qu'ils ont déjà évaluées comme stressantes. Mais ça, c'est pas une solution. Il est plus important, au contraire, dans un environnement, dans un moment de la journée qui vous paraît à peu près adapté, ça peut être un moment programmé dans le cédarium, dans le programme de la journée, ça peut être un moment calme, après un repas par exemple, où on prend 5 minutes, on s'assoit et on ouvre la conversation. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui s'est passé? On ouvre les portes pour amener l'enfant à communiquer. On considère aujourd'hui qu'il est important de parler à tous les âges. Bien sûr, vous allez me dire, on ne parle pas à un nourrisson de 3 mois comme on parle à un enfant de 3 ans, de 6 ans, ou de 10 ans, ou de 15 ans. Évidemment. Mais tous ces enfants-là, quel que soit leur âge, captent des informations émotionnelles. Et donc, ce qui est très important pour eux, au-delà de l'aspect traumatique, ce qui est très important, c'est d'avoir du lien logique, c'est-à-dire de comprendre, avec des mots simples, de comprendre pourquoi maman, elle a réagi comme ça, pourquoi papa, il a réagi comme ça. Et alors, souvent, pour donner des exemples, avec des tout petits enfants, on peut jouer au boom, par exemple, puisque c'est ce à quoi ils sont confrontés. Ils sont confrontés à deux stimulations sonores actuellement qui déclenchent le stress de leurs parents, c'est-à-dire un, la hazaka, et deux, l'explosion de la bombe. Donc, on peut jouer avec ces deux stimuli sonores quand on a des tout petits enfants, moins de 3 ans par exemple, ou de 4 ans. On peut jouer avec ces stimuli sonores. Avec des enfants un peu plus grands, on peut commencer à conceptualiser les situations. Puis bien sûr, avec des enfants préadolescents et adolescents, là, on parlera des vrais événements. Moi, je pense, et tout le monde le conseille, qu'il est important de dire la vérité aux enfants, toujours dans l'idée de créer un lien logique avec la situation. Il y a un stimulus, donc actuellement le stimulus est sonore, c'est une azaka ou c'est une bombe, et après ce stimulus, il y a des comportements qui ne sont pas des comportements habituels. L'enfant n'est pas habitué à voir ses parents courir, crier, pleurer après l'arrivée de la hazaka. Donc, il est important de dire la vérité aux enfants et évidemment toujours en mesurant ce qu'on peut dire. On n'a pas besoin forcément de tout dire et c'est là que les filtres d'information sont très importants. Et les parents, ce sont eux qui connaissent le mieux leurs enfants, savent comment parler, savent ce qu'ils peuvent dire à leurs enfants. Ça, je le vois tous les jours dans mes consultations. Les parents me disent toujours, ça, je peux le dire, ça, je ne peux pas le dire. Toujours dans cette même notion d'inondation d'informations, donc de surmenage intellectuel et cognitif, il est important, bien sûr, de ne pas trop donner d'informations aux enfants, puisqu'ils ne pourront pas les gérer, et de pouvoir mesurer ce à quoi on peut les exposer. Et bien sûr, il est important de s'adapter en fonction de l'âge de l'enfant et aussi de sa personnalité. Là encore, ce sont les parents qui connaissent le mieux l'enfant et qui savent comment on peut parler à cet enfant. On s'adapte à lui en utilisant un langage adapté à son niveau. On utilise le contact visuel. C'est très important de garder le contact visuel avec les enfants quand on explique et aussi le contact physique. Chaim expliquera les bénéfices du contact physique dans des recherches qui ont été faites. Donc, à partir du moment où on explique à l'enfant, c'est-à-dire qu'on lui donne un lien logique entre un événement et la réaction de ses parents, alors il y a de grandes chances que l'enfant s'en satisfasse. Il n'a pas besoin de plus. Lorsque on est dans les situations de crise,
ou après la situation de crise, on va ouvrir la conversation et commencer à demander à l'enfant à partir de 6 ans. En dessous de 6 ans, c'est un peu plus difficile, c'est même difficile et pas possible, ce qu'il a compris de la situation et s'il a des questions à poser, en sachant que les parents vont rester la source principale d'information de l'enfant. Et ça, c'est important qu'ils le comprennent pour qu'ils puissent garder la confiance dans les informations. La diapo suivante. Alors moi, je suis toujours étonnée de la pertinence de l'analyse des enfants, c'est-à-dire que même si vous ne leur expliquez pas la situation, ils vont la comprendre. Les enfants sont extrêmement puissants de ce côté-là, c'est-à-dire qu'ils ont un décodage qui n'est pas qu'un décodage verbal, ils s'appuient beaucoup sur le décodage émotionnel et sur le décodage non verbal pour la compréhension des situations. Et vous allez être, une fois que vous allez ouvrir la conversation, vous allez être très surpris de leur pertinence d'analyse. Et là encore, si on répond, ils sont satisfaits leurs questions, qui sont souvent des questions simples, on passe un cap garanti sur la gestion du stress. Parfois, les enfants ont des questions auxquelles on ne peut pas répondre. On n'a pas de réponse. Comme l'a dit Chaim, on est en situation suffisamment instable aujourd'hui, si bien qu'on ne peut pas garantir à l'enfant une réponse. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On lui dit qu'on ne peut pas répondre aujourd'hui à cette question, mais qu'on va réfléchir, que peut-être demain on pourra y répondre. Ça satisfait l'enfant. Moi, j'attire l'attention des parents là actuellement sur les enfants, ce qu'on appelle les enfants silencieux. En général, il faut avoir plus de vigilance sur les enfants silencieux. Les enfants silencieux sont des enfants qui vont se mettre de côté, qui vont s'isoler, qui ne vont pas parler, ne pas communiquer. Et ceux-là sont plus à risque finalement que les enfants qui vont s'agiter, parce que les enfants qui vont s'agiter vont attirer l'attention et du coup, on va s'occuper d'eux. Une fois qu'on a fini de parler avec l'enfant, on n'a pas besoin de parler des heures avec l'enfant. Quelques minutes, ça suffit. On s'assoit et quelques minutes suffisent à donner du lien logique. On peut faire un petit résumé de la conversation de l'enfant à partir des hypothèses qu'il a fait lui ou des hypothèses qu'on fait nous. Et puis on termine bien sûr en réassurant l'enfant et en lui disant qu'on est là à côté de lui, qu'on sera toujours là à côté de lui pour le rassurer et pour être avec lui. Voilà le schéma un peu de la communication avec l'enfant. On va continuer à parler maintenant de la situation de crise. Qu'est-ce qu'on entend par la situation de crise? C'est si malheureusement, il y a encore des sirènes, si tout d'un coup l'enfant développe une crise de panique, si tout d'un coup la situation dégénère, si on apprend des informations extrêmement stressantes, des nouvelles informations, etc., c'est une situation qui est une situation plus de crise qui est moins celle qu'on a vue jusqu'à maintenant du quotidien. Alors, on va maintenant voir quelques techniques de régulation émotionnelle pour gérer l'anxiété. Et une des premières techniques se base sur la respiration. C'est très important d'apprendre quelques techniques sur la respiration parce qu'elle va permettre de réactiver ce qu'on appelle le système parasympathique et donc de calmer, si vous voulez, le corps pour pouvoir mieux gérer le stress, comme j'ai montré au tout début, et revenir à un taux de stress suffisamment élevé pour donner une réponse efficace. La première technique, c'est celle avec la main. Vous la voyez sur la gauche, c'est l'image où on montre la main à l'enfant et à chaque fois qu'on monte avec le doigt, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, on demande à l'enfant d'inspirer. Quand on redescend, on expire. On monte, on inspire. On descend, on expire. On monte, on inspire, on descend, on expire. Il faut le faire avec son enfant, qu'il apprenne à le faire. C'est quelque chose d'assez efficace parce que vous pouvez le faire avec lui ou lui-même peut le faire tout seul. Ça veut dire qu'il peut l'apprendre aussi pour pouvoir gérer sa propre émotion lorsqu'il peut se retrouver seul à confronter à une crise d'angoisse. C'est quelque chose qui peut être fait tout seul. C'est une méthode simple et efficace. La deuxième méthode de respiration, c'est celle de la paille. Et ce que je vais faire avec vous, c'est j'ai envie de la faire avec vous, cet exercice-là, pour que vous puissiez vous rendre compte. Et ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est de compter les inspirations et les expirations. Ça veut dire que
je vais prendre un temps limité d'une trentaine de secondes et je vais vous demander de compter sans changer le rythme de votre respiration. Combien vous faites d'inspiration et d'expiration? Par exemple, si je respire moi, je respire, j'expire, ça fait 1. J'inspire, j'expire, ça fait 2. J'inspire, j'expire, ça fait 3. OK, comptez le nombre d'inspirations et d'expirations que vous faites sur 30 secondes. Je vous donne le départ. Vous pouvez commencer maintenant. Voilà, on arrête. Et maintenant, vous pouvez soit m'écrire sur le chat, parce que je ne vois pas les caméras. Donc, écrivez sur le chat combien d'inspiration-expiration vous avez fait. Donc, inspiration-expiration, c'est 1. Vous pouvez me montrer soit avec les mains. Voilà, merci. Alors, il y a 6, il y a 10. Voilà. Combien? 15, très bien. 8. 7, j'ai écrit 7, 8, 9. OK. Très bien, c'est à peu près le compte habituel. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc ça, c'est un petit peu le. Voilà, très bien. Gardez ce chiffre-là de côté. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'exercice de la paille. L'exercice de la paille consiste à, je vous l'explique, j'espère que je vais être compréhensible, consiste à prendre une inspiration très profonde, le maximum, et ensuite, dans l'expiration, je dois expirer avec la bouche la plus fine possible, comme si j'avais une paille. Normalement, on le fait avec une paille, mais là, on n'a pas la paille. Avec un enfant, on peut mettre même la main devant, comme s'il soufflait sur la paille. Mais l'idée, c'est d'inspirer très profondément et de souffler de façon avec la bouche, une ouverture très petite, de souffler le plus longtemps possible. Je vous le montre, j'inspire profondément par le nez, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche avec une ouverture la plus petite possible, comme si j'avais une paille dans la bouche. Donc, je vous montre comment ça donne. Ensuite, je refais et j'expire avec une ouverture la plus petite possible. Voilà, j'espère que j'ai été compréhensible. Et donc, vous allez le faire tous, tous ceux qui veulent participer, pour vous rendre compte de l'exercice. Alors, vous le faites et on va le faire à peu près pendant 1 minute 30. Alors, on peut commencer. Allez-y, on commence tous ensemble. On inspire profondément par le nez et on expire par la petite ouverture de la bouche. Et comme si on avait une paille, on peut essayer de sentir aussi la température de l'expiration. Donc, allez-y, je prends le temps et on commence maintenant. Voilà.
On peut arrêter, donc c'est à peu près 1 minute 30 qu'on fait cet exercice-là. Donc, je répète encore, on aspire le plus longtemps possible par le nez, toujours par le nez l'inspiration, et l'expiration se fait par la bouche avec la plus petite ouverture possible de la bouche, comme si vous aviez une paille dans la bouche. Donc ça, c'est l'exercice. Et maintenant, ce que je vais vous demander, c'est ce que je vous ai demandé au tout début. Respirez normalement et comptez, encore une fois, pour le même laps de temps de 30 secondes, le nombre d'inspirations et d'expirations que vous avez. Respirez normalement, sans forcer, sans rien. Et comptez, depuis maintenant. Voilà. Et maintenant, vous pouvez me dire aussi le chiffre que vous arrivez et comparer avec le premier chiffre. Ceux qui veulent le dire peuvent le partager par le chat ou montrer ou le dire. 3, 3, 4, Donc, 10. ça a diminué de moitié. J'étais à 15 et là, je suis à 6. Voilà. 2, c'est exactement à peu près ce qu'on voit. Même de moitié, c'est beaucoup. On voit en tout cas une diminution significative. 50%, c'est très, très, très bien. 30%, 50%, 60%. Et voilà, 2. Donc, ça montre l'efficacité justement pour pouvoir apprendre à gérer. Et tu peux revenir sur la présentation. Ça montre justement que cet exercice-là, vous pouvez le faire et vous pouvez même le faire aussi avec vos enfants comme exercice. Hein. Il ne faut pas attendre d'être dans le moment de stress intense pour le faire. Et vous pouvez le faire comme exercice. C'est toujours intéressant de voir la différence entre avant et après. Ça diminue beaucoup notre taux de stress. On respire plus lentement, on est plus calme et c'est quelque chose de très efficace pour réactiver le système parasympathique. Une autre exercice de respiration, c'est de faire l'exercice 5-3-5. Ça veut dire qu'on inspire pendant 5 secondes, on retient sa respiration 3 secondes et on expire pendant 5 secondes. C'est des exercices qui ont été validés scientifiquement, vraiment qui ont montré des différences significatives au niveau physiologique et qui montrent un niveau de stress significativement diminué. Donc, vous demandez à l'enfant de respirer, d'inspirer par le nez pendant 5 secondes. Il peut imaginer qu'il inspire, qu'il sent une fleur. Ensuite, il retient sa respiration pendant 3 secondes et il expire comme s'il soufflait une bougie pendant 5 secondes. Et cet exercice-là, vous pouvez le faire pendant à peu près 40 secondes à 1 minute. C'est déjà suffisant pour obtenir des résultats significatifs. Donc ça, ce sont des techniques de respiration qui permettent réellement et efficacement de diminuer le taux de stress. Pour la dia suivante, c'est des techniques de jeu qui sont aussi très utiles. Donc les enfants s'expriment très souvent par le jeu, donc c'est important aussi, même dans le quotidien et pas qu'en situation de stress, de mettre le point sur ce domaine-là. Et après, c'est aussi de l'imagination de chacun. Hein. Par exemple, je connais des personnes qui, dans le Mahamad, dans l'abri, ils ont caché des œufs Kinder. Comme ça, on désamorce la tension lorsqu'on court dans l'abri. Et après, on dit, bon voilà, on est dans l'abri, on a fermé. Plutôt que de rester avec ses pensées négatives et avec son stress, à se regarder dans le blanc des yeux, on dit, voilà, maintenant, il y a 5 œufs Kinder qui sont cachés, vous devez les trouver. Et les quelques minutes où il faut rester dans l'abri permettent de passer d'une façon un peu plus agréable. Euh, Maintenant, il y a le nounours que j'ai mis là. C'est une expérience qui a été menée en Israël il y a une vingtaine d'années, une expérience très connue qui a été faite avec les gens du Sud. Donc, évidemment, vous savez très bien que c'est malheureusement des problèmes qu'ils connaissent depuis très longtemps. Ils ont pris un groupe d'enfants, ils ont distribué des peluches, c'était des nounours, ça peut être une autre peluche. Ils ont séparé le groupe en deux groupes. Le premier groupe, la consigne était que l'enfant devait calmer le nounours. L'objectif de l'enfant lui disait, vous devez calmer le nounours parce qu'il est très anxieux, donc votre rôle, c'est de calmer la peluche. Dans le deuxième groupe,
Ils ont dit l'inverse. Ils ont dit, je te donne le nounours, et si tu es en stress, si c'est difficile, le nounours, lui, va te calmer. Et ils ont remarqué que le premier groupe, celui qui avait comme tâche de calmer sa peluche, diminuait de façon beaucoup plus significative son taux de stress. Ça veut dire que lorsqu'on donne un tafkid, une fonction, un travail, justement d'être celui qui va calmer, d'être dans l'action, d'être dans la fonction, ça diminue aussi le stress de l'enfant. C'est des exercices, c'est des expériences qui ont été menées chez les enfants de 3, 4, 5 ans, et les résultats étaient assez impressionnants. Maintenant, évidemment, la présence du parent, des expériences aussi ont montré l'efficacité du rebook, du câlin. Pendant 45 secondes, à peu près à 1 minute, un grand câlin, ça diminue énormément aussi le niveau de stress. C'est des choses extrêmement simples à utiliser, mais qui sont importantes à savoir. Dans la dia suivante, c'est les techniques qu'on appelle de pleine conscience, de mindfulness. Là, la page elle est en hébreu, mais je vais vous l'expliquer. En fait, c'est très important dans un moment de stress de revenir sur le moment présent. Ce qui se passe, c'est quand on est extrêmement stressé, on a plein de pensées intrusives, de catastrophes qui viennent dans notre tête et qui viennent nous perturber, nous inquiéter. Et il est important d'apprendre à revenir sur le moment présent, sur le ici et le maintenant. Le ici et le maintenant, c'est je me retrouve peut-être dans un abri, je peux avoir très peur, mais la peur est très souvent générée par les pensées qui me viennent dans la tête. Pour apprendre à défusionner, à m'éloigner de ces pensées que j'ai dans la tête, alors je peux, et il est reconnu qu'il est important de se référer à nos 5 sens. Alors là, l'exercice c'est 5, 4, 3, 2, 1, ça veut dire on doit décrire 5 choses que l'on voit. Et ça me pousse à être occupé, attentif, à déplacer mon système attentionnel des pensées négatives vers ce que je vois. Je décris à voix haute ce que je vois. Toucher 4 choses. Écouter le bruit de trois choses. L'odorat, qu'est-ce que ça sent? Je peux m'approcher de différents objets. Le goût, une chose. Là, c'est 5, 4, 3, 2, 1, mais vous pouvez l'utiliser différemment. L'idée ici principale est d'aider l'enfant et le parent à se connecter à ces 5 sens et à être connecté au moment présent. C'est très important et c'est quelque chose qui peut être entraîné d'ailleurs aussi au quotidien. Ça veut dire que lorsque je mange un sandwich, est-ce que je suis au quotidien vraiment en train de le manger? Je ne parle même pas dans un temps de guerre. Très souvent, on mange le sandwich en même temps qu'on est en train de téléphoner, et en même temps qu'on est en train d'écrire son rapport qu'on doit rendre, et on n'est jamais vraiment 100% dans le moment présent. Et aujourd'hui, plein d'études montrent à quel point apprendre à être investi uniquement dans ce que je fais, dans le ici et le maintenant, améliore nettement l'état mental et diminue l'anxiété. Je vais parler encore d'un dernier modèle et conclure sur ce modèle-là. C'est le modèle Maaseh qui est très utilisé en Israël, qui revient un petit peu sur ce qu'on a discuté précédemment. C'est d'abord l'appartenance, expliquer à l'enfant qu'il n'est pas seul. C'est très important qu'il comprenne qu'il y a le parent, qu'il est là, qu'il n'est pas seul face à l'épreuve. L'action, c'est comme on a discuté aussi précédemment, c'est d'aider l'enfant à être dans une action dans ces moments de stress intense. C'est ce qu'on voit très souvent, tout le Ham Israël qui va aider les uns les autres, qui prépare des cartons pour les soldats. C'est quelque chose qui est très important évidemment pour ceux qui reçoivent, mais c'est pas moins important pour celui qui donne. Ça aide énormément d'être dans une action utile pour les autres, mais aussi pour soi-même. On a parlé aussi de l'aspect cognitif. Aussi, dans ces moments-là, c'est important d'activer le réseau cognitif parce que ce que je dis au début, c'est l'avant du cerveau, c'est le cortex préfrontal qui doit être réactivé. Ça veut dire parler, décrire. Raconte-moi ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens, dis-moi avec des mots, où est-ce que ça se trouve, comment ça peut se présenter, qu'il puisse parler, dire les choses, c'est très important. Et le narratif, c'est plus pour aider l'enfant ou la personne à ne pas être dans une sorte de confusion, parce que très souvent, on est un petit peu perdu dans tout ce qui se passe et de raconter ce qui s'est passé. J'étais en train de jouer au parc à Attrape-moi, c'était hyper sympa, on rigolait, tout d'un coup, on a entendu une grosse sirène et on savait où aller se mettre, alors on a couru avec papa et maman, on s'est mis à terre
Et ensuite, on a entendu un grand boom. Et après, je crois qu'on s'est relevé. Ah, c'était pas tout de suite. Et on remet de l'ordre dans les événements. C'est quelque chose aussi de très important qu'il ne faut pas sous-estimer. Voilà. Passer à l'étape suivante. Et voilà. On arrive donc au terme de cette présentation. En termes de conclusion, l'idée, c'est d'avoir un certain nombre d'outils. Donc, il y en a d'autres, vous en trouverez aussi beaucoup à gauche et à droite. Là, hein, je vous ai présenté les outils les plus utilisés. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on vit dans une situation, encore une fois, je le répète, mais je pense que c'est fondamental, extrêmement anormale. Et dans cette situation extrêmement anormale, on doit essayer de revenir sur une routine la plus normale possible, pour les enfants, pour nous-mêmes. C'est effectivement extrêmement compliqué. Et il faut essayer de trouver dans cette situation extrêmement déstabilisante une forme d'équilibre, que ce soit au niveau aussi de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit. C'est vraiment très important d'essayer de revenir dans cette routine, dans cet équilibre-là. Chaque personne réagit différemment, chacun a ses propres ressources, ses propres forces. C'est important d'être vigilant, d'avoir les yeux ouverts si vous voyez que vous-même ou une personne de votre entourage a un changement comportemental très important, qui semble se renfermer sur lui-même, d'être en retrait socialement, euh, ou d'avoir un comportement plus agressif, plus irritable de façon plus extrême, c'est toujours important d'aller consulter, de prendre conseil. Il ne faut pas laisser les choses tout seul. C'est important aussi de pouvoir consulter lorsqu'on sent qu'on en a besoin. Je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir faire cette démarche-là. Brigitte, tu veux rajouter Voilà, quelque chose? je crois qu'on a terminé. On a essayé d'extraire des données Princeps, d'apporter des données concrètes, de tirer un fil rouge en fait auquel s'accrocher pour essayer de revenir à une routine tout en gérant la situation de crise. Voilà, Johan, on te laisse la parole. On a un peu dépassé peut-être le temps. Je ne sais pas si ça va être possible de répondre à quelques questions. Et merci beaucoup. Vous avez vraiment relevé le défi en même pas une heure de pouvoir nous donner des outils pratiques, nous donner des pistes de réflexion, mais vraiment des outils qui peuvent nous aider à nous en tant que parents et également aider nos enfants. Il y a déjà une ou deux questions sur le chat. On va peut-être commencer par la première question et puis après, je donnerai la parole à Naomi Omilka qui travaille à Cave-la-Noire et qui nous diront un mot peut-être sur Cave-la-Noire. Euh, et donneront leur numéro également à ceux qui ont besoin d'aide. Alors, il y avait une question qui a été posée. C'est à propos, c'est Léa Knafo qui nous demande, peut-être c'est Raïm, c'est toi qui as parlé de ça. Comment faire pour se concentrer uniquement sur le moment présent? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus sur être dans la pleine conscience? Tu as parlé des cinq sens. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'on peut rajouter sur ça? Alors, les sanctions, c'est la chose la plus efficace. L'idée, c'est d'essayer de considérer le système attentionnel comme une sorte de muscle. Ça veut dire que lorsque vous n'êtes pas dans le présent, c'est que vous êtes angoissé. Vous savez, le point commun entre l'angoissé et le dépressif, c'est qu'ils ne sont pas dans le présent. La personne qui souffre d'une dépression, elle rumine des pensées du passé, et la personne angoissée, elle a tendance à s'inquiéter de ce qui va se passer demain. Les deux ne sont pas dans le présent. Et c'est pour ça que d'apprendre à être dans le présent, ça veut dire, d'une certaine façon, essayer d'être ici et maintenant. Si j'arrive à déplacer mon attention sur ce que je sens, sur ce que je vois, sur ce que j'entends, alors mon attention ne peut pas être en même temps sur des pensées négatives ou des pensées de rumination. C'est une technique qui nécessite de l'entraînement. On n'apprend pas ça du jour au lendemain parce que notre attention part très facilement ailleurs. Mais c'est important de faire cet exercice-là. Par exemple, il y a un autre exercice, et je vais juste dire cet exercice-là. C'est simplement très simple, un exercice extrêmement simple, mais très efficace, qui demande de l'entraînement. C'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. C'est juste de fermer les yeux et de vous concentrer uniquement sur votre respiration. Vous pouvez le faire après cette conférence. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Ça veut dire, l'exercice est extrêmement simple. C'est un peu un exercice de méditation, mais dans un cadre plus disons, de gestion de ses émotions. J'apprends à être concentré et à déplacer toute mon attention que sur ma respiration. Quand vous faites cet exercice-là, très souvent,
on peut tout d'un coup avoir une pensée de qu'est-ce que je vais manger ce soir, pourquoi il m'a dit ça l'autre jour. Et là, quand je sais et quand je me rends compte que ma pensée m'a attrapé, ce que je dois faire, c'est apprendre à la lâcher et à revenir sur ma respiration. Et en fait, au début, il y a un ping-pong qui se crée entre comment je peux ramener mon attention à ma respiration. Tout d'un coup, il y a une autre pensée qui vient, qui m'agrippe. Tout d'un coup, je prends note que, waouh, je me rends compte qu'en fait, j'arrive plus à me concentrer sur ma respiration et je suis en train de penser à quelque chose d'autre. C'est pas grave. Je ne m'énerve pas, je ne me fâche pas. Je ramène mon attention sur la respiration. En fait, cet exercice-là va muscler votre système attentionnel et va vous permettre d'être plus connecté au moment présent. Merci beaucoup. Alors, il y a Johan Lévy qui nous pose la question, comment faire pour parler du stress que l'on ressent chez notre enfant alors que lui ne formule pas son stress ou ne l'accepte pas? Elle nous parle d'un enfant qui a 5 ans et qui est ADHD, et je crois que c'est pour Brigitte la question, parce que Brigitte souligne que vous travaillez avec des enfants ADHD Ouais. au quotidien. Alors, c'est vrai qu'il y a des enfants avec lesquels c'est difficile d'approcher ces concepts. Ce sont des enfants qui déclenchent des mécanismes très défensifs, en fait, par rapport à leur propre perception, comme si l'analyse ou la verbalisation de leur perception était quelque chose de dangereux. Donc là, on est déjà dans un process un peu plus élaboré, un peu plus complexe, où il est possible que les parents aient besoin d'aide pour redonner à l'enfant la confiance de communiquer. Il y a certains enfants qui sont dans cette perte de confiance dans la communication pour des raisons multiples, des raisons historiques, anamnéstiques, personnelles, familiales, scolaires, sociales, pour toutes sortes de raisons, et qui ont accumulé des expériences pour lesquelles la communication n'a pas été quelque chose qui a apporté un bonus, un plus. Et donc là, il va être important de pouvoir aider cet enfant à revenir sur cette confiance et à pouvoir parler de lui. Et là, en général, on a besoin d'aide. Quand on est sur cette étape-là, on a besoin d'un tiers, d'un professionnel qui va être plus neutre, moins engagé émotionnellement avec l'enfant et qui va permettre aux parents et à l'enfant de pouvoir reprendre ce canal de communication. Merci. Alors justement, pour faire appel à un professionnel, vous avez ici les coordonnées du docteur Brigitte Assouline, psychiatre pour enfants et adolescents. Vous avez son numéro de téléphone et son mail qui s'affiche. Et également le docteur Chaim Devisheim, qui est psychologue clinicien à l'hôpital Hadassah, son numéro de téléphone et son mail. Donc n'hésitez pas. Ils travaillent tous les deux avec des francophones, avec Dolim depuis plusieurs années. Et donc, ils connaissent la langue, ils connaissent également ce que c'est les difficultés d'être en Olé Hadash. Donc, vous pouvez faire appel à eux. Et je donne maintenant la parole à Naomi Benchimol, puisque cette soirée également en partenariat avec Cave la Noire, qui travaille là-bas, qui va nous donner en 2-3 minutes qu'est-ce que c'est Cave la Noire, également comment on peut faire appel à vos services. Bonsoir Johan, bonsoir à tous, même bonsoir Brigitte et bonsoir Chaim. Merci de me laisser la parole et merci pour cette conférence très importante et dans laquelle je vois qu'il y a aussi des professionnels et c'est essentiel qu'on puisse tous être ensemble pour, comme vous l'avez si bien dit, nous aider nous-mêmes pour mieux aider les parents avec lesquels on travaille et les enfants qui sont en détresse comme nous aujourd'hui. Donc moi, je suis assistante sociale clinicienne. Je termine aussi 2 ans et demi de formation à l'hôpital Hadassah en CBT. Donc je travaille aussi un petit peu avec Chaim. Et on travaille aussi avec Brigitte Assouline, docteur Brigitte Assouline, dans le cadre de l'association Cave la Noire. Nous sommes une association au départ américaine qui existe depuis 20 ans, à Jérusalem principalement. Et nous proposons un travail dans les écoles à Jérusalem et à Natania, notamment avec des Olim Hadashim francophones. Depuis 8 ans, on travaille avec le public francophone. On fait du travail psycho-éducatif dans les écoles en petits groupes. On a eu d'ailleurs la chance d'avoir Johan qui a travaillé avec nous pendant 2 ans en tant que runner dans les groupes. On a des accompagnements de thérapie, des thérapies
avec des objectifs que l'on fixe en début de thérapie, des thérapies brèves en général, mais en fonction de la difficulté des jeunes ou des familles qu'on accompagne. Et on travaille de manière systémique, c'est-à-dire quand on rencontre un enfant ou un adolescent, on travaille des enfants à partir de l'âge de 12 ans. On rencontre l'enfant, on travaille obligatoirement avec ses parents jusqu'à l'âge de 18 ans, mais même avec des jeunes adultes, on va être en contact avec les parents. Et on va travailler avec le psychiatre, s'il y a un psychiatre dans l'image, avec l'école, avec la yeshiva, avec la revacha si besoin, et avec toute la communauté. C'est-à-dire on peut être en contact avec aussi le rav si jamais on travaille de manière systémique. On est des psychologues cliniciens ou des ovdim socialim cliniciens également, et ce sont des thérapies qui sont subventionnées en fonction de la difficulté de la famille à accéder à la thérapie. Donc on permet l'accès aux soins. On travaille en partenariat aussi avec la mairie de Jérusalem et Kiyar et d'autres organismes depuis déjà longtemps. Donc, vous êtes les bienvenus à nous contacter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on fait aussi des conférences pour les parents sur différents sujets. On travaille aussi avec l'association Leftov et d'autres, quoi. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je voulais juste ajouter peut-être qu'on aimerait, avec Milka Adré, qui est la directrice professionnelle de la Marlaka francophone de Kavla Noir, éventuellement vous rencontrer à nouveau pour continuer ces discussions-là. On serait très honoré de le faire. Johan nous avait demandé de le faire, on n'a pas pu le mettre en place pour l'instant, mais on aimerait vraiment continuer. Je pense qu'il y a aussi encore beaucoup de choses à dire. Et encore merci à Dr Assouline et à Chaim pour ce soir. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup. Naomi, il y a un téléphone, on tape Cave Noire sur Internet, on trouve facilement. Alors, Cave Noire, on trouve facilement, et je vais aussi noter mon numéro ici dans le chat pour ceux qui veulent. Vous pouvez me contacter directement et je te transmets en fonction du besoin. Donc, je vous le note. Super. Voilà. Alors, on passe aux questions avec votre micro, avec votre caméra. Il n'y a pas de questions sur le chat, donc c'est le moment. Si vous avez des questions pratiques, c'est le moment. On a encore 10 minutes, un quart d'heure pour être ensemble et profiter des services de Dr Assouline et de Khaïm. Merci beaucoup. S'il m'est possible de revenir juste sur, j'ai essayé de le taper, mais comme j'ai un clavier anglais, il tape n'importe quoi quelquefois. Et j'aurais voulu demander, parce que je crois qu'à ce moment-là, mon attention était un petit peu ailleurs, est-ce qu'il pourrait revenir sur la technique de respiration avec la main dessinée? Est-ce que... Khaïm, Oui, tout à fait. Oui, la technique de la main, c'est une technique. Attendez, je pose le téléphone. J'ai plus de batterie, je dois charger mon téléphone. La technique de la main, c'est une technique extrêmement simple. En fait, avec la main, vous demandez à l'enfant, vous pouvez le faire avec vous-même, c'est d'essayer de contrôler sa respiration. Avec l'autre doigt, à chaque fois que vous montez, vous inspirez, et quand vous descendez, vous expirez. Et avec ce doigt-là, vous pouvez donc contrôler la vitesse. L'idée, c'est de ralentir la respiration pour pour mieux contrôler la gestion du stress. Avec un enfant, c'est quelque chose aussi d'assez ludique. Donc, vous le faites, à chaque fois que je monte, lui, il fait l'inspiration, et je descends doucement et j'expire. Je remonte, j'inspire, et je descends, j'expire. Et lui-même peut le faire avec lui-même aussi, quand il a appris à le faire avec vous-même. merci. Autre question? Toda Rabba. Au niveau très pratique, au niveau de ce qui est lié au sommeil, les insomnies chez les enfants, les cauchemars, ce qui se passe tout autour du sommeil, est-ce que vous avez des outils pratiques sur ce sujet-là? Ok. Alors, sur les troubles du sommeil récents, donc, qui sont apparus depuis une semaine, 10 jours. Oui, oui. On n'est pas dans le cas d'un enfant qui a déjà, avant la guerre, qui avait déjà des problèmes de sommeil. D'accord? Ouais. On est sur l'apparition, donc, depuis quelques jours, de difficultés à l'endormissement, par exemple, des enfants qui ont beaucoup plus de mal à s'endormir, qui régressent en termes d'endormissement, c'est-à-dire qu'auparavant, ils avaient une autonomie à l'endormissement, on avait un petit rituel, une routine de coucher, et puis bye, après la routine, bye bye, bonne nuit, et l'enfant s'endormait avec un sommeil de qualité, c'est-à-dire sans réveil nocturne et un réveil de bonne humeur le matin.
Donc, on avait un profil comme ça avant la situation de crise, c'est ça? Exact. Voilà. Et là, donc, depuis quelques jours, apparaissent des cauchemars. Qu'est-ce qui apparaît exactement? Alors voilà, justement, ça peut être lié à l'endormissement. Pour les endormir, au lieu que ça prenne 10 Voilà. minutes ou un quart d'heure, ça peut prendre plus de temps. Ça peut être des réveils au milieu de la nuit, avec des cauchemars, ou le lendemain matin, parfois exprimer Alors, des cauchemars, des choses Alors, comme ça. ça, ce sont des indicateurs. C'est-à-dire qu'il y a deux choses à regarder dans ce trouble du sommeil. Premièrement, on a un indicateur que l'enfant, au moment où il doit être en situation de digestion de sa journée, parce que le sommeil, c'est un appareil digestif, en fait. Le sommeil, ça sert à gérer toutes les informations qu'on a stockées dans la journée, tous les apprentissages, toutes les informations. Vous savez qu'on fait beaucoup de choses pendant qu'on dort. On fait énormément de choses pendant qu'on dort et cette digestion des informations ne se fait plus comme elle se faisait avant. Donc, le premier indicateur, la perte de la qualité de sommeil signifie qu'il y a des surcharges d'informations, des surcharges de gestion sociale, émotionnelle au cours de la journée. Donc, il faut revenir sur ce qui se passe dans la journée. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, comment on gère? Comment on gère une situation où on avait un apprentissage acquis et une régression? Alors, en ce qui concerne actuellement la situation de crise, en ce qui concerne tout ce qui est trouble de l'endormissement, on ne peut que accompagner l'enfant, c'est-à-dire renforcer les routines, voire les rallonger, rester et rassurer l'enfant, puisqu'on n'aura pas d'intérêt et de bénéfice à aller dans le forcing ou aller sur des situations de crise au moment de l'endormissement. Sur ce qui est des réveils nocturnes, si l'enfant se réveille avec un cauchemar ou si l'enfant se réveille en pleurant, euh, là encore, on va être obligé d'être dans un accompagnement de l'enfant, une réassurance de l'enfant et faire en sorte qu'il puisse se réendormir. S'il ne peut pas se réendormir dans son lit, parfois, moi, je propose aux parents, puisqu'on est en situation de crise et qu'on n'a pas intérêt à aller non plus au clash, de poser un matelas dans la chambre à côté du lit des parents. Bien sûr, le lit des parents, ce n'est pas une zone possible pour les enfants, mais un matelas dans la chambre des parents de manière ponctuelle quand on est en situation de crise, ça peut être une solution si l'enfant est très angoissé. Donc ça, c'est des petites stratégies, des petites techniques pour la gestion, mais c'est impératif de revenir à ce qui se passe dans la journée, parce que le sommeil, le trouble du sommeil est un indicateur de quelque chose qui ne se régule pas dans la journée. Je ne sais pas si ça répond à Merci. votre question. Oui, oui, merci. Vous voulez micro? Si quelqu'un a une question au micro. Non. Alors, il y a Rudy qui pose cette question. Je ne sais pas si j'ai exactement compris. Il écrit comme ça sur le chat. Bonsoir, j'ai deux enfants, un de 6 ans et demi et l'autre de 2 ans et demi. Il nous pose comme question, comment savoir comment mes enfants vivent cette situation de crise? Comment Karine. savoir? Je ne sais pas si j'ai bien compris, Johan. Oui, moi, comment savoir comment mes enfants vivent cette situation de crise? Mais je pense que c'est la maman qui le sait le mieux. C'est la maman qui sait dire si son enfant a changé de comportement, si son enfant est plus nerveux, si son enfant est plus agressif. C'est la maman, la meilleure personne, la personne la plus capable de dire si un enfant n'est pas bien, c'est sa maman. C'est personne d'autre. Alors, on peut aider cette maman à aller chercher des indicateurs. Parfois, les parents nous disent, il y a trop d'informations, je suis perdue, je suis confus, je n'arrive plus à analyser. Ça, on peut aider les parents. Mais moi, je suis persuadée que la ressource, elle est chez les parents. C'est pas quelqu'un qui va arriver de l'extérieur et qui va dire aux parents, votre enfant ne va pas bien. Seul le parent peut nous indiquer s'il a observé des choses, des modifications dans le comportement de son enfant. Mais c'est vrai que parfois, on peut aider le parent. Parfois, moi, je vois dans mes consultations, là, ces derniers jours,
je vois des parents qui arrivent en me disant, je ne sais pas quoi vous dire, je suis perdue, je ne comprends rien, j'y arrive pas. Et puis, au fur et à mesure qu'on fait ces techniques de relaxation, de reprise de contrôle, euh, on se pose, on simplifie les situations, on analyse, on accompagne les parents, on réfléchit aux situations, alors les parents redeviennent compétents et réidentifient les indicateurs. Et à la fin de la consultation, en fait, là, ce que je fais là en ce moment, c'est des consultations pour les parents. C'est pas vraiment des consultations pour les enfants. C'est des consultations pour aider les parents à redevenir proactifs dans leur capacité à accompagner leurs enfants. Et je suis persuadée que tous les parents savent faire ça. C'est juste qu'en ce moment, il faut aider les parents à se sortir de cette paralysie émotionnelle, sensorielle dans laquelle on est. Mais je crois beaucoup dans la capacité à remettre les parents dans leur position de parentalité. Ce sont eux seuls qui sont capables d'accompagner leurs enfants. Merci, merci beaucoup. Et justement, alors cette personne me disait justement, parce que la maman doit continuer à travailler d'un côté, d'un autre côté, elle a les enfants, et en plus de ça, il y a les angoisses. Donc, c'est en fait, on a plein d'informations et plein de rôles à jouer en même temps. Et donc, ça complique la situation. Merci, docteur Assouline. Peut-être une question pour Raïm. Alors, il y a des gens peut-être qui nous ont rejoints en cours de conférence qui n'ont pas écouté. La question est comme ça. Ma fille de 3 ans ne sait rien de la situation. Est-ce que je dois lui parler quand même? En fait, on a déjà répondu. Donc, j'avance sur la question, Raïm, c'est, imaginons qu'on a une fille de 3 ans qui, pour l'instant, ne sait rien. Comment on doit lui parler? Est-ce qu'on doit lui parler? De quelle manière? Qu'est-ce qu'on peut lui dire aujourd'hui? Peut-être la personne vous nous dire où est-ce qu'elle habite. Ça nous aidera peut-être à mieux répondre. Mais Raïm, je te laisse déjà la parole. Alors, j'aimerais juste revenir sur peut-être un ou deux points précédemment sur les questions précédentes. Je reprendrai à celle-ci. Je pense aussi pour les perturbations dans la nuit. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une routine le soir. C'est toujours rassurant pour l'enfant d'avoir une routine, de faire une histoire, de revenir à une routine. Parce que parfois, lorsqu'on est dans une situation complètement déstabilisante comme celle que nous sommes amenés à vivre, on oublie parfois ce qu'on avait l'habitude de faire. Et je pense que c'est important de revenir sur des routines et c'est quelque chose qui rassure beaucoup l'enfant. Encore une fois, on vit dans une situation incertaine qui n'est pas dans notre contrôle et donc il est important à notre échelle à nous de revenir sur un sentiment d'efficacité et de contrôle. Donc, je reviens sur contrôler une certaine routine, sur quelque chose que je sais faire avec mon enfant, ça rassure, ça peut vraiment aussi contribuer à rassurer l'enfant. Un autre point que j'aimerais dire, c'est que très souvent, on voit des formes un petit peu de régression dans cette période-là, ce qui est aussi tout à fait normal. Et je viens sur la notion de normativité ou normalité. Parfois, un enfant qui venait d'arrêter de faire pipi au lit, peut-être il recommence à faire pipi au lit. C'est sa façon d'exprimer son angoisse. Chaque enfant l'exprime d'une façon différente. Vous avez des enfants qui vont peut-être plus facilement pleurer, qui sont plus fragiles, qui ont tendance à plus facilement exploser en pleurs ou en crise de colère. La colère aussi, les comportements plus agressifs, c'est des signes d'anxiété aussi qu'il ne faut pas non plus en plus négliger. Vous avez des enfants qui peuvent être extrêmement bavards, qui tout d'un coup vont commencer à parler beaucoup plus. Ils avaient déjà l'habitude de parler, mais tout à coup, c'est un débit infernal. C'est peut-être un signe d'anxiété. C'est un peut-être, et là, il faut dire, j'entends, peut-être c'est ta façon d'exprimer ton anxiété, peut-être ça t'inquiète, de mettre les mots, comme disait Brigitte, sur ce qu'il peut ressentir. C'est une façon d'exprimer son anxiété. Maintenant, par rapport à la question que j'ai perdue d'ailleurs, la question, c'était une petite fille qui ne sait rien de la situation. Ah, bon, moi, je ne pense pas que c'est possible. Je ne sais pas ce que tu en penses, Raïm, mais non, je ne pense pas que c'est possible. Je pense que c'est très important. Je reviens sur le point dont on a parlé tout à l'heure, dont Brigitte a parlé. C'est très important d'informer, de dire les choses. Maintenant, à son niveau de développement, chaque parent, comme dit Brigitte, connaît son enfant très bien, mais c'est important qu'il soit au courant de ce qui se passe. C'est important qu'il soit au courant de ce qui se passe. Pas besoin de rentrer dans tous les détails, mais c'est important parce que s'il va déjà dans un GAN, si ce n'est pas de son parent qui va apprendre l'information, il va l'entendre de la GANénette ou il va entendre de son copain ou d'un autre enfant. Et là, c'est important qu'il sache déjà de la part du parent pour qu'il puisse vous considérer comme sa principale source d'information.
Agav, après, j'enverrai à Johan et peut-être Johan pourra envoyer à tous ceux qui ont participé à la conférence ce soir. On enverra la présentation, comme ça vous l'aurez aussi. Et on enverra aussi un lien, je pense que c'est important que vous connaissez, un groupe WhatsApp qui distribue, comme je l'ai dit précédemment, de l'information de façon plus épurée, de plus factuelle, et 1 à 2 fois par jour, pas plus. Pas besoin de plus, pas besoin d'être submergé. Mais pour répondre à la question, c'est important que ses parents parlent avec l'enfant, lui expliquent ce qui se passe dans les grandes lignes en fonction de son niveau de développement. Alors, est-ce que je peux, voilà, c'est vraiment un cas d'école. Je vous demande, où vous, docteur Assouline ou Achaïm, voilà, j'ai une fille de 3 ans, je ne lui ai jamais vraiment parlé de la situation. Elle habite à Jérusalem. Est-ce que vous pouvez, par exemple, en 2, 3 minutes, me dire qu'est-ce que vous aurez proposé, de quelle manière je peux ouvrir la discussion et quel message je dois lui faire passer? Ok, alors si Déjà elle la habite à question que Jérusalem, moi, oui, la question, vas-y. excuse-moi, la question déjà que j'ai, c'est si vous lui avez rien dit, comment vous lui expliquez les sirènes? Comment vous lui expliquez votre stress quand vous courez dans l'abri? C'est déjà les premières questions Voilà, parce ça qu'il se veut passe dire plein que de choses dans sa tête. voilà, ça veut dire, Chaim, je suis d'accord avec toi, ça veut dire que cette petite Je fille, rajoute, elle je sait rajoute des choses. la personne me dit, excusez-moi, docteur Assouline, c'est important, mais voilà, par exemple, elle ne lui parle pas de son père. Son père est en Milouïm. Elle lui a pas dit. Elle lui dit que son père est parti en voyage, est parti travailler. Ça aussi, c'est une question. Comment annoncer que le papa est au front pour un enfant qui a 3 ans, 5 ans? Est-ce que vous... Oui, alors c'est pas, c'est bon, ça fait partie du quotidien de l'enfant puisque papa était là et aujourd'hui, papa n'est plus là. Donc, ce qui va être important pour l'enfant, c'est que l'enfant, il ait une explication. Là, elle lui a dit, la maman a fait le choix de lui dire qu'il était au travail. C'est une explication. Elle a fait le choix d'éviter de la confronter à la situation du contexte de la guerre. C'est un choix personnel. Tous les choix des parents doivent se respecter. Ça se discute. Après, si la maman veut discuter, réfléchir, est-ce qu'on dit, est-ce qu'on dit pas, on peut discuter avec cette maman. Mais tous les choix se respectent. On ne peut pas dire à une maman, c'est pas comme ça qu'il faut dire. C'est important que le choix il vienne d'elle. Sur la question des Hazakot, c'est impossible que l'enfant ne sache pas qu'il se passe quelque chose. Parce que l'enfant a entendu, les Hazakot, on les entend, c'est du sensoriel, comme l'a dit Chaim tout à l'heure. On revient sur de l'information très, très archaïque, l'information sensorielle. Et suite à cette information sensorielle, il y a des comportements. C'est-à-dire, on court, on se dépêche et on va dans un espace fermé. Donc, forcément, l'enfant, elle a déjà des informations. Mais elle n'a pas compris pourquoi on fait ça. Et ce qui est important, comme l'a dit Chaim tout à l'heure, c'est qu'on donne du sens à ce comportement. Et après, on peut aider la maman à réfléchir à qu'est-ce qu'on va dire à cet enfant de 3 ans pour expliquer en fonction de son contexte familial, de son histoire familiale. On peut aider les parents à faire ces choix-là. Moi, je ne fais jamais de choix pour les parents. Quand ils viennent parler avec moi, quand ils viennent me rencontrer, je leur dis toujours que ce n'est pas à moi de faire le choix. Moi, je peux être un miroir et les aider à raisonner sur leur choix et les aider à faire les chikoulim, comme on dit, les plus, les moins. Pourquoi ça, pourquoi pas ça? Mais c'est de la responsabilité du parent, et je crois beaucoup en cette parentalité, c'est de la responsabilité des parents de faire les choix. Mais encore une fois, on peut les aider, on peut les accompagner dans le choix à faire. Merci. Oui, c'est vraiment remettre la responsabilité sur le parent. C'est lui qui doit finalement décider et vous êtes là pour Oui, l'accompagner. après, Merci beaucoup. encore une fois, on peut les aider, les parents, à réfléchir. Parce que là, en ce moment, c'est ça qui est difficile, c'est de réfléchir. Parce on est poursuivi, on est attaqué, on est bombardé d'informations, si ce n'est pas de bombes. Et donc, c'est très difficile de réfléchir. Et là où on peut les aider, c'est à s'asseoir, à reprendre le temps, à ralentir le tempo et à reprendre des capacités à réfléchir. C'est ce qu'on appelait les capacités cognitives. OK. On a encore 3 questions sur le chat. Donc, une question comme ça, Chaim, comment réagir lorsque l'enfant s'empare d'un couteau au moment d'aller au lit et le place sous l'oreiller? Si on part d'un couteau. Oui, Oui, c'est la question pour qui a se été posée. défendre. Pour se défendre. Ah. Bah, déjà, effectivement, déjà, je vérifierai son attention, qu'elle agit là déjà, et je vérifierai aussi pourquoi elle le fait. J'essaierai de discuter avec lui pour vérifier quelle est son attention. Si c'est pour se défendre, alors ça veut dire qu'il ne se sent pas
forcément en sécurité là où il est. Et là, ça nécessite un dialogue avec lui. Là, je pense que c'est une façon plus dangereuse. Comme disait Brigitte, je pense qu'il faut évaluer les pour et les contre. Il ne faut pas non plus s'énerver, il ne faut pas tout de suite prendre ça et lui crier dessus. Il faut comprendre l'intentionnalité qu'il a derrière, essayer de réfléchir avec lui. Si c'est un problème de sécurité, alors essayer de voir quels sont les pour et les contre. Est-ce qu'un couteau, c'est vraiment efficace? Est-ce que c'est pas plus dangereux pendant qu'il dort? Et essayer de l'aider à comprendre ce qu'il est en train de faire. Merci. Une question de Johanna qui nous dit comme ça, dans certains endroits en Israël, les écoles commencent à réouvrir, mais ce sont les enfants qui ne veulent plus y retourner. Tout est un prétexte pour ne pas y retourner et ils jouent sur le fait que nous-mêmes, nous ne sommes pas rassurés. Ce sont certainement des peurs déguisées, mais comment les rassurer et réagir face à cette opposition? Alors, regardez, moi, ce que je peux dire, parce que j'ai entendu peut-être 50-50, si ce n'est pas 60-40 en termes de pourcentage. Le petit être humain est un animal social. Les êtres humains, même nous, on est des animaux sociaux. C'est-à-dire que la perte des expériences sociales est beaucoup plus péjorative que le maintien des expériences sociales. Donc, très majoritairement, les enfants vont avoir une appétence à retourner à l'école ou à retourner au GAN parce que les expériences qu'ils vont tirer de cette intégration au GAN ou à l'école sont des expériences positives et renforçantes. Si l'enfant n'a pas cette appétence, ou en tout cas il l'a, mais il la masque, il ne l'exprime pas, là on revient plus sur une question d'environnement, c'est-à-dire que j'ai pas la confiance et la sécurité de papa et de maman pour pouvoir retourner m'exposer à ces expériences sociales. Et là, encore une fois, on revient sur l'idée que c'est très important que les parents puissent être suffisamment en confiance dans leur délégation d'enfants. Je partage tout à fait les inquiétudes des parents. Maintenant, j'ai suivi la réouverture des écoles depuis 2 jours, parce que moi, je travaille dans des GANIM, donc j'ai suivi le Ta'alir de sécurisation, de réouverture des GANIM et des écoles. Et donc, le RINOUR a donné beaucoup de conditions pour qu'on puisse réouvrir les écoles, avec un chômeur, avec un mamad, avec même des écoles qui ont fait le choix de scolariser les enfants dans le mamad. Donc, ces conditions-là pour la réintégration des enfants doivent être des conditions qui vont réassurer les parents. Et l'enfant ne retournera à l'école en toute sécurité que si ses parents peuvent déléguer cette garde en toute sécurité. Là encore, on revient sur la capacité des parents à entourer, accompagner l'enfant dans leur travail de réassurance. Et peut-être, je rajouterais juste une chose par rapport à cette question-là. Il y a très souvent une différence importante entre ce que l'enfant imagine de ce que ça veut dire pour lui de retourner à l'école avec le fait de le vivre, le retour à l'école. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je le vois aussi dans ma consultation, la très grande majorité des enfants qui sont retournés à l'école sont extrêmement satisfaits d'avoir pu retrouver le côté social, comme dit Brigitte. C'est très, très, très intense de pouvoir partager ce qu'ils ont vécu pendant ces 10 jours sans les copains. Donc, peut-être pour peut-être quelque chose de plus pratique, concret, ce qui peut être proposé à l'enfant qui refuse d'aller à l'école, c'est de le faire de façon hiérarchique, de façon graduelle, d'y aller qu'une demi-journée, qu'il puisse juste goûter à son retour, voir comment ça se passe. Et très souvent aussi, le fait d'expérimenter ce retour est peut-être extrêmement positif pour lui. Merci. Oui, voilà, justement, c'était la question que j'allais mettre. Chaim, tu as parlé tout à l'heure de colère comme forme d'expression. Que faire si l'enfant crie, pleure et exprime cette angoisse sous cette forme de colère? Soit on le laisse faire, puis après on essaye de faire avec lui, ou le prendre dans ses bras, le calmer sur le moment. Est-ce que tu as un conseil sur ça? Bon, alors c'est au cas par cas, ça dépend aussi de chaque enfant. S'il avait déjà l'habitude d'avoir des difficultés de régulation émotionnelle, ça veut dire que si c'est un enfant qui avait l'habitude déjà d'être très en colère et d'exprimer ses émotions par la colère, si c'est quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit, par rapport à cette situation extrêmement
instable, ce qui est important de faire, c'est déjà d'aller plus loin si c'est nouveau, je vois que c'est marqué que c'est nouveau. Donc là, c'est vraiment, à mon sens, une expression de son anxiété. Donc d'essayer d'aller dans la validation de ce qui se passe. Ça veut dire, je vois que là, je ne sais pas, tu cries ou tu jettes quelque chose, j'ai l'impression que tu sens une grande anxiété et que c'est dur pour toi. Et plutôt, il ne faut surtout pas rentrer en symétrie avec lui parce que sinon, ça va entraîner encore plus de colère. Et par une sorte de modeling aussi, en voyant que le parent reste stable face à la colère, ça permet de montrer à l'enfant que c'est possible, même face à quelque chose d'instable, de rester stable. Et donc de lui montrer, de le valider dans cette colère-là. Après, évidemment, il faut discuter avec lui que c'est pas parce qu'il y a l'anxiété que toute colère et toute expression de la colère, parce que la colère, elle est, encore une fois, la validation de l'émotion, elle est fondamentale. On a tous le droit d'être en colère, et c'est normal d'être en colère, et c'est humain. Et d'ailleurs, en parenthèse, un parent aussi qui rentre le soir, comme vous l'avez dit précédemment, et qui doit gérer le travail, qui doit gérer les enfants, et qui doit gérer le départ de son mari, et à un moment, il est tout à fait normal de dire à son enfant, écoute, ce soir-là, je suis vraiment pas dans mon état, je me sens vraiment épuisé, je fais le minimum. Sandwich, chips, voilà, c'est tout à fait permis, c'est même parfois recommandé. C'est pas quelque chose à faire tous les jours, mais il faut prendre aussi en considération le bon équilibre et la santé mentale du parent. Et pour revenir à la question, ce qui est important, c'est d'abord de valider l'émotion de l'enfant et ensuite, à froid, d'expliquer comment, d'une autre façon, il pourrait exprimer cette émotion-là. Pas sous une forme de violence, pas sous une forme s'il parle mal ou s'il lance des objets, et d'essayer de trouver des stratégies avec lui lorsqu'ils sent que la colère monte, l'anxiété qui arrive. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir désamorcer la crise de colère? Par exemple, le câlin, de faire un câlin quand il voit qu'il commence à se sentir pas bien, quand il commence un petit peu à perdre pied. Souvent, c'est lié à un trigger, à un événement déclencheur. Un peu. Et donc là, il faut peut-être enclencher tout de suite une sorte de système de câlin avant qu'il puisse partir en colère. Mais bon, ça dépend encore du cas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier mot de la fin, docteur Assouline, un dernier point à souligner avant qu'on termine? J'espère qu'on a essayé de pouvoir transmettre des idées princeps, en fait. Hein. Bien sûr, tout ça, ça nécessite d'approfondir les choses. On a parlé de généralité, on ne peut pas vraiment parler de cas précis. Chaque enfant a sa personnalité, chaque enfant vit dans un environnement, chaque enfant a une histoire, chaque enfant a une scolarité, des expériences sociales différentes. Donc, on ne peut pas vraiment répondre de manière très générale. Là, ce qu'on a essayé de donner, c'est des schémas de réponse. Chaque parent peut attraper des données dans ces schémas, les tester lui-même, les évaluer, voir si ça marche, si ça ne marche pas. Il y a des régulations à faire avec chaque enfant. Il y a des enfants qui vont répondre à ce modèle, d'autres enfants qui répondront à un autre modèle. Bien sûr, on n'a pas de baguette magique. Ce qu'on a essayé de faire, c'est juste d'apporter des données pour que chaque parent qui connaît son enfant puisse se saisir de ces données pour répondre aux besoins de son enfant. Un grand merci. Merci beaucoup au psychologue Chaim Tevisheim et la pédopsychiatre docteur Brigitte Assouline. Le pari est réussi puisque en 1 heure, vous avez fait une présentation construite avec des outils, avec des schémas pratiques. Et puis après, pendant une demi-heure, vous avez répondu aux questions des parents qui étaient ici présents. J'enverrai l'enregistrement. L'enregistrement sera sur YouTube, sur le YouTube de l'ILMOD-FR. Je remercie bien évidemment tous les partenaires de cette soirée, Kalita, Cap La Noire et Keren Leyedidout. Et peut-être qu'on se retrouvera dans un autre Zoom sur le même thème avec d'autres intervenants. Encore un grand merci à tous. Merci, Bonne Johan, soirée et shalom et pour bonne tout le monde. soirée. Au revoir, merci.